L'Espagne terrasse la Croatie, une entrée réussie dans cet Euro 2024. Bonsoir à tous les socios, c'est ravi de vous retrouver dans une nouvelle émission du Club des 5 pour inaugurer, faire notre entrée en lice nous aussi dans cette compétition, dans ce championnat d'Europe. Avec moi autour de la table pour parler de la Roja, bien sûr, Walid Acharchour. Salut Sam, salut Elton, salut à tous. Comment ça va? Ça va, on est là pour parler de la Roja. Ouais. Je dis bien? Ça va. Ça va. Ça va. Ouais. Ok, ouais, je suis content, on est rentré de plein LV2 fouet. espagnol? Ouais, non, LV6 moi. Ouais, LV6. Mais on est rentré de plein fouet dans cet Euro, on est très très content. Et on va parler tranquillement de cette équipe d'Espagne qui me parle et qui est intéressante à décrypter. Qui a fait le premier gros coup, la première, pas surprise, mais on va dire le premier gros message envoyé à Elton Mokolo. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. On a vu un match qui a été, ma foi, très intéressant entre deux équipes qui ont quand même un destin sur cet Euro. Oui, et puis deux équipes qui comptent aujourd'hui. Deux équipes qui comptent, c'était la finale de Rotterdam en ce qui concerne la Ligue des Nations, finale remportée par l'Espagne à l'époque. C'est vrai, belle référence, tout à fait. Et l'Espagne qui a continué à dominer cette Croatie. On va en parler bien sûr les socios. Merci d'être avec nous. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, tous ceux qui nous regardent. Je salue nos partenaires historiques qui nous permettent de faire cette émission, bien sûr Winamax et unbonmaillot.com. Je vous encourage à aller sur leur site pendant tout l'été pour vous procurer vos petits maillots. On va commencer l'émission rapidement, les socios. Comme on va parler de l'Espagne, on va revenir sur cette prestation parce que, comme je le disais, Elton, ça démarre fort quand même. Une victoire 3-0 contre la Croatie, avec dans la première demi-heure un break qui a été fait assez rapidement. Même dans un moment où l'Espagne a eu un petit flottement dans cette rencontre. Donc vraiment, il y a une première sensation, on peut dire, dans ce groupe qu'on qualifie un peu de la mort, où l'Espagne, pour le coup, a envoyé un sacré message. C'est une victoire de cette ampleur que je ne voyais pas venir très sincèrement, parce que moi, je me disais que ce serait un match beaucoup plus accroché. Ce qui s'est passé, c'est que sur la première demi-heure, l'Espagne avait bien démarré, mais petit à petit, on avait le sentiment que la Croatie imposait ce fameux faux rythme qui lui sied bien. Et après, à un moment donné, au moment où la Croatie reprend le contrôle sur la possession, reprend le contrôle du jeu, c'est là où l'Espagne fait mal, non pas à une, non pas à deux, mais à 3 reprises. Et là, on a une Espagne qui est très opportuniste. Et il ne faut absolument pas négliger la portée de cette victoire. Il faut savoir que depuis le début du XXIe siècle, c'est le 3e départ le plus prolifique de l'Espagne. Il y avait eu le 4-0 contre l'Ukraine en 2006, le 4-1 contre la Russie, et donc ce 3-0. Mais autant en 2006, Espagne-Ukraine, oui, tu te dis, cette Espagne-là a été quand même de qualité. En 2000, je vais te la faire courte, c'était la meilleure équipe du tournoi. Autant là, avec beaucoup d'interrogations, en ce qui concerne la charnière centrale, de dernière minute, parce que Aymeric Laporte était blessé, Cucurella, latéral gauche, on ne l'avait pas forcément vu venir. Le milieu de terrain, qui pour la première fois évoluait au centre sous Luis de la Fuente. Et enfin, l'attaque qui était quand même jeune avec Nico Williams et Lamine Yamal. On ne s'attendait pas à ce que, dès le premier match, l'Espagne en mette 3 à la Croatie. Donc pour moi, c'est une victoire qui est très importante et qui donne de l'optimisme. Est-ce que c'est prémonitoire parce que le match avait lieu à Berlin, théâtre de la finale, le 14 juillet? Je ne sais pas, mais toujours est-il que ça fait du bien pour l'Espagne. On a vu aussi une Espagne assez rafraîchissante, comme le dit Elton Walid, avec des jeunes joueurs, des armes aussi qu'on n'avait pas forcément vues dans les précédentes compétitions, même si tu me diras que c'est Morata qui a ouvert le score pour les hommes de Luis de la Fuente. Mais en tout cas, il y a effectivement un sentiment un peu de nouveauté qui a été intéressant de cette rencontre. Il y avait une compo intéressante, une compo rafraîchissante avec des nouveaux joueurs, notamment Nico Williams et Yamal qui commencent leur première grosse compétition titulaire, le retour de Pedri. Tout fan de foot est content quand il voit Pedri se rapprocher d'un terrain de football. L'incorporation d'un Cucurella aussi, même si moi j'aurais pensé qu'un Grimaldo méritait un peu plus de minutes et une titularisation. Donc moi j'avais hâte de voir cette équipe d'Espagne rentrer dans ce tournoi. Et on a eu une première mi-temps, comme l'a dit tout à l'heure Elton, sur un faux rythme où la Croatie commençait un petit peu à rentrer dans son match. Et à ce moment-là, on a eu une équipe d'Espagne qui a été très très opportuniste, très très clinique sur une situation, notamment sur ce ballon de Fabian Ruiz, sur cette transition, cette passe assez simple qui perfore tout l'axe croate. Et derrière, avec ce but de Morata qui est efficace sur sa première grosse occasion. Et derrière, tu as cette action de génie de Fabian Ruiz. On est devant notre écran de télé et on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Fabian Ruiz, le yaourt nature proposé toute l'année au Paris Saint-Germain, se transforme en Danette vanille.
et nous envoie plein de sucre sur cette inspiration géniale. Et là, 2-0, 29e, 32e minute. Là, clairement, dans ce type de match, dans ces matchs un peu homogènes, là tu prends véritablement beaucoup plus de confiance. La Croatie prend un gros coup derrière la tête et essaye de réagir parce qu'à 2-0 et à 1-0, ils ont des grosses situations, notamment d'égalisation. Et t'as Unai Simon ou des sauvetages héroïques de la part des défenseurs qui permettent à l'Espagne de garder la cage inviolée. Et tu vas chercher ce troisième but avant la mi-temps avec cette très belle inspiration de Yamal, la fameuse spéciale maintenant avec Carvajal qui va mettre ce troisième but. Et là, à la mi-temps, le match il est complètement plié et le match piège, le match attendu dans cette fameuse poule de la mort se transforme finalement en un match très tranquille pour l'Espagne. En deuxième mi-temps, le rythme est clairement redescendu. Ils ont pas subi plus que ça. T'as Unai Simon qui a fait. Il y a quand même des occasions. Il y a le penalty. Oui, mais après à 3-0, c'est quand même plutôt logique de subir des occasions parce que moi, malheureusement, le score fait que sur l'analyse, c'est très dur de se situer. Donc oui, tu as la bévue d'Unai Simon qui amène le penalty. T'as Unai Simon qui fait 2 parades énormes aussi sur une espèce d'occasion aux alentours de la 60e minute sur la tête de Stanisic notamment. Mais à aucun moment, voilà, cette équipe-là a été menée. À aucun moment, cette équipe-là a vacillé. Et c'est quand même positif, parce qu'on rentrera dans les détails après. Il y a une grosse marge de progression. Oui, mais on a quand même senti Elton, et c'est ce qui est intéressant du coup dans cette marge de progression, des leaders assez discrets. On a vu un collectif plutôt intéressant côté espagnol, mais on n'a pas encore vu des individualités vraiment totalement rentrer dans leur compétition. Donc on peut se dire que justement le gap, il y a encore une certaine marge assez intéressante. Ça reste une équipe imparfaite, ça reste une équipe qui n'est pas prête, parce que je vous rappelle, l'Espagne a eu très peu de temps pour préparer cet Euro, parce que les sélections, notamment celles qui démarrent le 14 dans le cas de l'Allemagne et donc le 15 dans le cas de l'Espagne, ont eu très peu de temps pour attaquer cette compétition. Un détail qui ne trompe pas, Luis de la Fuente l'a dit en conférence de presse, Rodri sort parce qu'il est fatigué. Oui. Donc ça veut bien dire que par rapport à la préparation qui a été accélérée pour être prêt dès le 15 juin, alors qu'il y a d'autres sélections, notamment l'équipe de France, qui vont jouer un peu plus tardivement, et tu es obligé de rentrer dans le vif face à la Croatie. Donc c'est pas forcément une montée en puissance que tu dois avoir, tu dois être prêt dès le jour J. Morata sort parce qu'il a pris un coup au mollet. Donc tout ça pour dire que ça découle du fait que l'Espagne n'est pas encore prête athlétiquement et mentalement pour attaquer. Leur dernier match, c'était samedi dernier contre l'Irlande du Nord. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est aussi à mettre en perspective avec cette idée-là, de que l'Espagne doit monter en puissance, mais qu'il y a quand même un caractère qui est quand même plus difficile pour l'Espagne à partir du moment où ils sont dans la poule de la mort et qu'ils ne peuvent pas compter entre guillemets sur un tour de chauffe pour regagner des points. Non, tu es directement dans le concret à partir du moment où tu as le calendrier le plus difficile de la poule de la mort. Non, mais ça reste un résultat qui est formidable pour l'Espagne. Surtout quand tu vas jouer Croatie et Italie. Il fallait pas se mettre une pression monumentale en jouant les Italiens, où on sait que les Italiens, contre l'Espagne, ils sont capables de faire à chaque fois un gros match et de te poser des soucis. Maintenant, c'est vrai que tu as raison d'insister là-dessus. Si on regarde individuellement, Rodri n'a pas été dingue. Sincèrement, j'ai trouvé son match très bizarre. Ouais. Même si, attention, il y a quand même un gap quand tu t'appelles Rodri, mais dans l'empreinte, dans la personnalité... Il a été nettement moins influent. Voilà, dans le fait d'influer sur le jeu constamment, ça a été moins le cas sur cette rencontre. Pedri a été très peu influent aussi avant sa sortie. Il est sorti très rapidement. Il a 1 heure de jeu, mais même dans son heure de jeu, en première mi-temps, on l'a vu un peu sur les 25 premières minutes, mais ça a été quand même très timide si on respecte. Il est quand même crédité de la passe décisive pour Fabien Ruiz. Bon, même si c'est une passe décisive qui est. Oui, on va dire que c'est. Il y a un astérisque. C'est une passe, c'est une assist. Oui, c'est-à-dire que c'est une passe avant un but. Voilà. Tu vois, face à l'Angleterre, Maradona, il y a quand même un joueur qui lui a donné le ballon. Oui, d'accord. C'est ça. Il n'y a pas un nombre de touches de balles, justement. Mais pour les Fabien Ruiz, en fait, ce qu'il fait, c'est que il fait la différence tout seul. Et Dieu sait que Pedri t'en donne des passes. C'est une assistance. Ouais, c'est ça. C'est Robin. Ouais, exactement. Mais donc Pedri, Yamal fait un bon match, mais globalement, on va en dire un mot. On en parlera après. Ça n'a pas été non plus dinguissime. Nico Williams est passé à côté. Je dis Nico, c'est Nico, celui de Liverpool. Ouais, Nico Williams. L'ancien Liverpool. Nico Williams, il est passé quand même globalement à côté. Ça fait quand même beaucoup. Morata sort blessé très rapidement. Les rentrants n'ont pas été dingues. Daniel Olmo Daniel Olmo en rentrée. Tu vois. Donc
tu te dis que globalement, tu as une marge de progression parce que quand ces mecs-là, quand Yamal va encore hausser son niveau, quand Nico Williams va être très très bon, quand Rodri va être à son niveau, tu as Fabien Ruiz qui est pour moi le meilleur joueur du match aujourd'hui et qui a été avec Unai Simon et qui ont été très très bons. Mais c'est là où en fait la victoire elle est un peu paradoxale. Tu gagnes 3-0 face à la Croatie au passage quand même décevante. Mais t'as pas eu tes individualités qui ont été énormes. En fait, c'est l'histoire de cette sélection parce qu'on se rend pas compte entre la finale à Rotterdam contre la Croatie et ce match-là, il y a quand même seulement 14 joueurs qui sont restés dans ce groupe. Ce que je veux dire par là, c'est que du côté de l'Espagne, faut pas oublier que tu avais l'Espagne avec Gavi qui était un titulaire indiscutable sous Luis de la Fuente, qui était le seul joueur à avoir fait toutes les titularisations possibles jusqu'à sa fameuse grave blessure contre la Géorgie. Tu as une Espagne qui apprend sous Luis de la Fuente à jouer avec Pedri. Ce soir, c'était, ou plutôt en fin d'après-midi, c'était son premier match officiel sous Luis de la Fuente. Tu as une charnière centrale qui était inédite sous Luis de la Fuente. J'ai évoqué Yamal et Nico Williams, c'était leur premier match officiel sur un Euro. Même un Dani Carvajal, c'était son premier match d'Euro. Donc tout ça pour dire qu'il y avait un caractère... Premier match d'Euro pour Carvajal. Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, il a trouvé le moyen de se blesser. 2016, il n'est pas là, ouais. 2016, il se blesse contre Atlético en finale, et 2021, il se blesse aussi. C'est ouf, ça. Donc tout ça pour dire qu'à tous les niveaux, il y avait un caractère expérimental. Nacho aussi, ça doit être son premier match, non ? Nacho aussi également. D'ailleurs, c'est les deux joueurs les plus vieux de l'histoire de la sélection espagnole à démarrer un match d'Euro. Donc tout ça pour expliquer que du côté de l'Espagne, d'un côté, tu dois faire une course contre un monde pour trouver un 11 de départ. C'est pas comme si tu étais l'équipe de France qui avait quand même notamment une ossature qui était bien définie sous Didier Deschamps. Non, tu as été obligé de bricoler. Et là, tu arrives face à la Croatie, 3e de Coupe du Monde, mais tu dois quand même gagner. Et ils ont réussi à le faire avec un certain écart. Moi, il y a juste un homme dont j'aimerais parler. Alors, je sais pas si ça va durer toute la compétition, mais entre la finale de la Coupe de France et le match de cet après-midi, je commence à me dire qu'il y a une bonne période. C'est Fabien Ruiz, qui effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, nous met un but incroyable qu'il va chercher tout seul. Il y a la passe décisive aussi qui est pas du tout négligeable. Quand on voit le milieu de l'Espagne au début, Elton, on se dit bon, Fabien Ruiz, Rodri, Pedri. Si on doit trouver un assistant, il est peut-être tout naturel. Ce soir, il a endossé le rôle du boss et il est assez intéressant quand il se métamorphose en fait, Fabien Ruiz. Il y a un détail qui est très très important. Fabien Ruiz est un homme de base pour Luis de la Fuente depuis la sélection Espoir. Il faut se souvenir qu'en 2019, quand l'Espagne bat l'équipe de France Espoir avec Konaté ou Upamecano, Fabien Ruiz est le principal joueur de Luis de la Fuente avec Dani Ceballos. En 2019, c'était il y a seulement 5 ans, Fabien Ruiz est élu MVP de l'Euro Espoir. Donc tout ça pour dire que Fabien Ruiz, Luis de la Fuente, il le connaît. Et d'ailleurs, ce qui est pas anodin, c'est la fonction de Fabien Ruiz. Parce qu'on sait qu'au PSG, il a un rôle hybride sous Luis Enrique. Là, avec Luis de la Fuente, pas question de ça. Il a la base, il a le jeu face à lui. Et forcément, quand il a le jeu face à lui, on voit davantage ses qualités. Et c'est pour ça qu'il a été décisif. Donc c'est pour ça que c'est un joueur qui est énormément responsabilisé par Luis de la Fuente depuis 5 ans. Parce qu'ils se connaissent depuis des catégories jeunes. Et que ça se ressent au niveau de la sélection. Par rapport au public français, pourrait y avoir un débat parce que Fabien Ruiz, on le connaît du côté du PSG. Pour Luis de la Fuente, il n'y a pas de débat. Encore plus quand tu as un Gavi qui n'est pas là et qui solutionne la chose. Maintenant, Fabien Ruiz, je l'ai beaucoup plus aimé avec ballon que sans ballon. Parce que sans ballon, on a vu que la Croatie a quand même posé des problèmes. Avec ballon, il a été pertinent parce que même si la passe décisive, il faut la faire, il a été déterminant là-dessus. Et le deuxième but, ça se passe de commentaires. Après la passe décisive, je pense que beaucoup mais c'est ce que j'ai dit. Beaucoup de milieux sont capables de la réaliser. C'est ce que j'ai dit. C'est surtout le deuxième but qui est fantastique. Pour le coup, c'est ce que j'ai dit. La passe décisive, ok, il y a Morata qui attaque l'espace, il la donne. C'est surtout le deuxième but que j'ai envie de mettre en avant. Oui, le deuxième but. Et puis même la pertinence de ses déplacements, le fait sur la première mi-temps d'être souvent dans les bons coups, de prendre ses responsabilités, d'avoir de la personnalité. Ce type de situation au Paris Saint-Germain, peut-être qu'il la donne à Mbappé ou qu'il l'envoie très très loin des buts ou il fait une frappe assez mollassonne sur le gardien. Là, on sent qu'avec l'Espagne, il endosse un rôle différent et on espère pour l'Espagne et pour lui que ça continue. Fabien Ruiz, dans l'idée, ça reste quand même un beau joueur de football, on l'a toujours dit. Le problème, c'est que par rapport à ce qu'il produit, notamment dans la créativité au Paris Saint-Germain, on était quand même globalement déçus. Là, dans un contexte différent. Et aussi les joueurs qu'il a autour, on peut attendre un peu moins. Peut-être aussi. Est-ce que vous voulez qu'on dise un mot de Lamine Yamal ? Je veux pas qu'on
qu'on dise qu'on fait du jeunisme à outrance avec lui, mais c'est vrai que c'était son premier match d'Euro, Elton, donc on a envie forcément de décrypter cet énième baptême pour lui cette saison. Moi, je l'ai trouvé plutôt... Alors, il n'a pas fait le match de sa vie, hein, certes, mais je l'ai trouvé plutôt intéressant, plutôt à l'aise, même par rapport à l'événement. Alors, tout n'a pas été parfait, il y a cette passe décisive quand même qui vient couronner une belle rencontre, mais globalement, on est sur... On le sent, une équipe qui va progressivement monter en température. Lamine Yamal, pour moi, était au rendez-vous d'un match contre un potentiel quart de finaliste de l'Euro. Et c'est-à-dire qu'il fallait pas surjouer parce que, en fait, la problématique qu'il pourrait y avoir avec un jeune joueur, c'est qu'il soit davantage soliste, qu'il soit davantage dans cette idée d'aller faire la différence. Et lui, moi, c'est ce que j'aime beaucoup du côté de Lamine Yamal. Il a beaucoup tenté, hein, pour le coup. Hein. Il a beaucoup tenté, mais il n'a pas été non plus dans cette idée, je vais faire la décision tout seul. Et moi, c'est ce que j'adore du côté de Lamine Yamal, c'est que lui, il est totalement l'incarnation de l'école espagnole, à savoir que c'est le match qui vient au joueur. C'est pas le joueur qui doit aller vers le match. Et d'ailleurs, on le voit bien. Très souvent, notamment au cours de la rencontre, il n'a pas été servi. C'est pas pour autant qu'il s'est frustré. Et lui savait très bien qu'à un moment donné, il allait faire la différence. Le fait est qu'il te donne un très bon ballon pour Dani Carvajal. Le match est liquide à ce moment-là parce que tu sais très bien que 3-0, la Croatie ne reviendra pas. Donc pour moi, c'est un vrai bon match de sélection pour il est pas loin du 4e en 2e. Exactement. Là, il doit faire mieux contre Livakovic. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sa qualité de finition, il y a une marge de progression qui est importante. Mais... il a 16 ans, mais c'est ce que j'ai envie de mettre en avant, à savoir qu'il a joué un vrai bon match dans la compréhension du jeu par rapport à ce qui était demandé. Il fallait pas en faire trop. C'était le danger sur un premier match parce que, évidemment, il était particulièrement attendu. Lamine Yamal, plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro, on voulait voir ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait être comme au Barça ou il allait être beaucoup plus impactant? Et ben, là, pour le coup, il a été décisif parce qu'on parle quand même d'un joueur. Aujourd'hui, c'était sa 8e sélection. Sur sa 8e sélection, il a été impliqué dans 7 buts. On est quand même sur un joueur qui ça se pose. Hein. Ça se pose à 16 ans. Parce que quand je te parle de statistiques, ok, il y en a qui diront Géorgie, Chypre, mais il y a aussi Brésil et il y a Croatie. Excusez du peu. Donc tout ça pour dire que Lamine Yamal, vrai bon match. Et il y a un match de l'Euro dans l'eau. Donc c'est ça. Forcément une autre pression. Non, mais moi je souscris à ce qu'a dit Elton. Après, je trouve que sur des actions, je l'ai senti moins inspiré que d'habitude. Il est disponible et il a encore montré beaucoup de personnalité parce que pour moi, c'est quand même le meilleur des trois de devant. Donc, mais globalement. Après, Morata est décisif quand même. Oui, il est décisif, il sort très tôt, etc. Mais il met le premier but qui est très important, Morata. Maintenant, je me dis que. Il y a des situations qu'il aurait pu mieux exploiter. C'est-à-dire qu'il y a un pointu qui fait, notamment en début de rencontre, où il a une situation, il a des spots de vitesse pour aller encore faire mieux. C'est un peu brouillon ce qu'il réalise. Maintenant, premier match d'Euro, avec l'Espagne, à 16 ans, tu fais une passe décisive, tu es disponible, tu fais les différences, tu rechignes pas à la tâche défensive, l'attitude elle est là. C'est de bon augure pour la suite. Et les gens vont sûrement m'attraper en regardant cette vidéo, mais moi j'ai un parti pris. Pour moi, Lamine Yamal. Le gilet que t'as soir, ça va être compliqué. Hein. Exactement, ouais. C'est un gilet particulier. Pour moi, Lamine Yamal est un meilleur passeur qu'un meilleur dribbleur. C'est-à-dire que sa qualité associative, sa capacité de passe, fait que, en fait, les gens ils se disent, c'est un ailier. Donc automatiquement la qualité de dribble, c'est ce qu'on va mettre en avant. Mais moi pour le regarder très souvent avec le Barça, c'est surtout sa qualité de passe, de trouver la zone, pas nécessairement le joueur que je mets en avant sa qualité de dribble. Non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que on l'a encore vu cet après-midi. Il y a un coup de rein quand même qui est. À un moment donné, Guardiola il a mangé. Le pauvre. mais par contre, à chaque fois, c'est toujours au service du collectif. Comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a jamais cette volonté d'aller faire la différence tout seul et derrière d'attirer toutes les lumières. Je pense qu'on a dressé un premier portrait assez intéressant de cette équipe espagnole. On va dire. Tout en respectant le carton de l'Allemagne ou le très beau score de la Suisse cet après-midi, on va dire que c'est le premier message d'un favori ou d'un gros outsider. Sur l'adversité, oui. Voilà, sur l'adversité par rapport à la rencontre, par rapport au groupe aussi, qui est très compliqué pour l'Espagne. On va dire que le premier message est envoyé dans cet Euro, viendra derrière qui veut. Ce qui est paradoxal parce qu'on a eu une équipe espagnole avec Xavi, tout ça, qui a eu des affrontements difficiles contre la Croatie sur une décennie. Et là, c'est peut-être l'Espagne, je dis bien, entre guillemets, la moins qualitatif qui met le plus gros score. Est-ce que c'est pas la Croatie la moins qualitative aussi? Je pense que 2012 ils étaient en dessous. Ouais, oui. 2012. Mais ils étaient peut-être
ils étaient peut-être pas en fin de cycle comme ils le sont là. À supposer qu'ils soient en fin de cycle. À supposer qu'ils soient en fin de cycle. C'est vrai qu'on peut les retrouver dans 2 ans en demi-finale de la Coupe du Monde. Les socios, l'émission ne s'arrête pas là, bien sûr. On va terminer cette émission avec l'instant au tableau by Winamax avec notre partenaire historique. Je vous rappelle, bien sûr, juste avant de commencer, que jouer comporte des risques. On va s'amuser entre nous dans cet instant au tableau, mais ça doit rester un moment, on va dire, d'amusement et non pas une contrainte. Donc si vous avez le moindre problème lié au jeu en ligne, le numéro qui s'affiche en bas de votre écran vous permettra de rencontrer des personnes pour vous aider. Je vous rappelle le principe du jeu au tableau, s'il y en a qui nous découvrent dans ce début d'Euro. Au tableau by Winamax, bien sûr, toutes les émissions, les chroniqueurs du Club des 5 donnent des pronos sur les matchs qui arrivent dans les jours suivants. Bon là, pour le coup, on est gâtés parce que dès ce dimanche, on a 3 rencontres plutôt pas mal. Et si bien sûr vous trouvez le bon prono, en fonction de sa cote sur Winamax, vous remportez l'équivalence dans le tableau au classement. Et donc après il y a un petit classement qu'on fait entre nous. Le vainqueur pour l'instant, le premier, le leader pardon, parce que le vainqueur c'est un peu prématuré, c'est Walid. Mais attention, ça peut vite bouger sur une compétition comme ça. On peut vite avoir des grosses surprises. On va commencer avec toi, Elton, parce que tu parles d'un match qui est qui est le plus tôt des 3, et qui concerne un groupe qui va nous intéresser beaucoup durant cet Euro. Avec un joueur qui est au chômage actuellement, un joueur qui est au chômage, qui doit trouver. Il n'est pas député français. Qui doit trouver un club l'été prochain, et peut-être qu'il va commencer par faire un bon Euro pour se mettre en avant. Non, plus sérieusement, je fais référence à Memphis Depay, donc qui joue contre la Pologne. Memphis à 15h à 15h. Memphis Depay qui a été déjà à son avantage. Dans le groupe de la France, d'ailleurs. Exactement, qui avait été déjà à son avantage lors du dernier Euro, tout du moins en phase de poule où il avait été déjà buteur. Et là, moi, je me dis que c'est une très belle cote parce que par rapport aux qualités défensives de la Pologne, il est plus à même de faire la différence. On sait que les Pays-Bas ont été vraiment très encourageants sur les matchs de préparation. Memphis Depay avait été dans le ton. Et moi, je me dis qu'il va continuer sur cette lancée et être buteur parce qu'il représente encore une fois la principale menace. Donc c'est pour ça que je vais sur Memphis Depay à 2,65. 2,65, donc buteur avec les Pays-Bas face à la Pologne. Ce sera à 15h pour le premier match du groupe D dans cet Euro. Walid, on part sur quoi? Moi, je vais aller sur le penalty d'Harry Kane. 21h, Serbie-Angleterre ce soir. Serbie-Angleterre, il y avait eu un penalty sur le match de l'Allemagne, notamment. Et je pense que les défenseurs serbes peuvent partir à la faute avec la vitesse des joueurs anglais, notamment. Et je vois bien Harry Kane ouvrir son compteur sur penalty pour démarrer cette compétition. Donc voilà, cote à 5, je la trouve intéressante. Kane tout court, t'as pas... Kane tout court, c'est un peu plus faible, c'est à 2. Ah, c'est tout. Ouais, okay. Au passage, pendant l'Euro et pendant la Copa América, sur tous les bêtes, il y a une offre qui est assez intéressante. C'est que si tu joues, par exemple, Memphis Depay comme Elton Mokolo, si Memphis Depay sort à la 60e, ou à la 110e, ou à la 80e, ou à la 90e, si son remplaçant marque et que Memphis Depay n'a pas marqué, tu es quand même payé. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Moi, je pensais qu'en gros, son importance. Par exemple, si Weghorst rentre à place de Depay et qu'il est buteur, c'est-à-dire que demain, c'est pas improbable. Bah alors, faut pas que l'entraîneur te tue, parce qu'imagine l'entraîneur, il y a un double changement. Et, ça oui. Tu vois ce que je veux dire? On va envoyer un message à Koeman. Non, voilà, il fait rentrer le défenseur. Mais à contrario, il y a aussi des choses intéressantes à faire, c'est que. Et la cote évolue ou ça reste la même cote? Non, c'est la même cote. C'est la même cote que tu as joué. Et donc, c'est-à-dire que par exemple, demain, la France est menée 1-0 contre l'Autriche. Je donne un exemple, tu prends Saliba à 25, par exemple. Si demain, il y a un changement tactique où Giroud rentre à la place de Saliba pour l'équipe de France à la 45e ou à la 60e, par exemple, pendant 30 minutes, si Giroud marque, ta cote à 25, elle rentre. On va y avoir je sens qu'il va y avoir de la magouille là. Je sens que les coachs ils vont magouiller là. Non, le Deschamps. C'est pas les coachs, mais en tout cas, c'est pour la Copa América et pour l'Euro, et ça marche aussi pour les joueurs décisifs, pour les passeurs. Deschamps il va nous faire sortir Maignan pour Giroud à un moment donné dans la compétition. Je suis pas sûr. Pour toucher un petit billet, non, bien sûr, on rigole. Mais moi, tu vois, j'ai compris que c'était si tu pariais sur un joueur et que finalement il était remplaçant. Non. Et donc c'est encore plus intéressant du coup, parce qu'effectivement, là vous êtes sûr dans tous les cas d'être en vie pendant 90 minutes. Par exemple, sur Kane sur penalty, ça marche pas. Oui, parce que c'est buteur simple. Buteur simple, passeur, joueur décisif.
On va s'arrêter là, les socios, pour cet instant au tableau by Winamax, où on s'est replongé dans l'Euro dernier. On va s'arrêter là même tout court, les socios, pour cette émission. Vous n'hésitez pas bien sûr à nous donner vos avis dans les commentaires de la vidéo, à réagir à tous nos débats. Comme vous l'avez fait lors des previews, vous étiez nombreux à regarder, on vous en remercie. Merci à tous les deux, Elton et Walid, d'avoir été avec nous. On se retrouve très très vite bien sûr sur la chaîne du Club des 5. Il y a une autre émission qui est prévue notamment aujourd'hui, et puis bien sûr demain l'entrée en liste des Bleus. Il y aura un dispositif spécial bien sûr dans le Club des 5 pour vous faire un débrief de match, pour vous faire également pas mal de débats autour de la prestation française, et puis on sera peut-être en Allemagne aussi pour vous faire vivre l'ambiance sur place, donc on verra ça dans le Club des 5. Merci donc à tous les deux, merci à Farid Hachem bien sûr qui a préparé cette émission. Je remercie nos partenaires, Winamax et unbonmaillot.com. D'ailleurs vous pouvez aller sur le site, il y a les maillots spécial euros qui sont arrivés, donc vous pouvez aller passer votre commande. Je vous rappelle d'ailleurs qu'avec le code CD5 vous avez 10% sur le site unbonmaillot.com, donc n'hésitez pas à aller chercher votre petite box pour l'euro pour l'été, vous allez pouvoir en profiter. Merci encore une fois à tous d'avoir été avec nous, puis on se retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao. Ciao.